pré-rentrée, normalement, pour les élèves, doit consister à venir dans l'établissement, à prendre contact des classes dans lesquelles ils sont classés, ensuite à prendre leur emploi du temps, à aménager aussi le local, c'est-à-dire l'établissement ayant dormi pendant près de 3 mois, les herbes ont poussé, donc il faut sacler, donc il faut aménager le local, sacler tout ce qu'il y a à sacler, donc mettre le local au point pour que le lundi, déjà au premier son de la cloche, les cours puissent démarrer. Donc pour les apprenants, ils doivent venir prendre leur emploi du temps, connaître leur classe, sacler et aménager les lieux pour pouvoir bien commencer le lundi. Pour les parents, ça doit consister, n'est-ce pas, à l'achat des fournitures scolaires, de tout ce qui rentre en ligne de compte pour préparer l'enfant, pour que le lundi, et lorsqu'il va assister au premier cours, il soit capable, n'est-ce pas, d'écrire. Donc pour les parents, ça consiste en l'achat des fournitures scolaires et autres accessoires pour permettre à l'enfant de bien démarrer le lundi. Désormais, il doit forger sa psychologie pour dire les vacances sont désormais derrière. C'est d'ailleurs pourquoi on parle de pré-rentrée, pour, n'est-ce pas, le replonger dans l'ambiance, dans le bain scolaire, pour que le jeu ne prenne plus le dessus sur, n'est-ce pas, l'envie d'étudier. Donc cette période de pré-rentrée galvanise leur psychologie et les amène à s'intégrer dans le réel, qui est la rentrée qui commence le lundi 18. La pré-rentrée dans les écoles, ça n'a pas commencé le lundi passé, c'est le lundi 11. Ça a commencé un peu plus tôt, depuis le 1er septembre. Nous sommes déjà à pied d'œuvre. Nous avons ouvert le registre pour les inscriptions pour la nouvelle année. Les censeurs sont à pied d'œuvre pour l'élaboration des emplois du temps. Il y a eu la journée pédagogique des enseignants qui s'est déroulée du 7 au 8, donc tout ceci rentre dans les préparatifs de la pré-rentrée. Maintenant, une fois que les inscriptions sont lancées, les parents viennent pour que normalement, si la pré-rentrée était dans les habitudes comme cela se doit, normalement, tout devait être terminé le vendredi 15 pour que le lundi à 8h tout puisse démarrer. Mais les parents béninois n'ont pas, nous sommes là depuis le 1er septembre, mais les parents viennent à compte-gouttes. C'est le jour de la rentrée maintenant qu'ils vont se présenter, et alors que normalement on devait anticiper. C'est d'ailleurs pourquoi on parle de pré-rentrée, pour qu'ils viennent inscrire les enfants. Donc les censeurs sont à pied d'œuvre pour les emplois du temps. On a presque fini. Le local, nous sommes en train de mettre cela, nous sommes en train de sacler, de mettre les dernières touches là pour que le lundi puisse démarrer. Donc nous avons commencé notre pré-rentrée très tôt, depuis le 1er septembre, et nous y sommes toujours. Moi, par exemple, je m'occupe des classes de 6e, et un autre s'occupe des classes de 5e, ainsi de suite. Donc, chacun a un rôle, d'accord. On a fait une partition du travail pour que lorsque les parents viennent, nous puissions les recevoir. Bon, les autres éléments, vous allez voir, je ne sais pas si vous l'avez constaté, il y a des menuisiers dans la maison qui sont en train de refaire les tables. Il y a un service qui est là, qui s'occupera, n'est-ce pas, de l'entretien, d'accord. Et pour que le lundi à 8h, nous puissions commencer. L'autre élément, c'est que déjà le jeudi 14, nous aurons le conseil de rentrée des professeurs, d'accord. Chacun entrera en possession de son emploi du temps. Et il sait désormais que le lundi, très tôt, il doit prendre le chemin de l'école comme les apprenants. Comme d'habitude, et en prélude à cette importante activité, la Sénat a souhaité vous rencontrer pour vous informer que des équipes mixtes se rendront dans vos sièges respectifs pour collecter certains renseignements. Dans ce cadre, la Sénat a mis en place une plateforme informatique en vue de la constitution d'une base de données de suivi et de contrôle de conformité de l'existence fonctionnelle des partis politiques au Bénin. Essentiellement, 3 formulaires de collecte en ligne seront utilisés, à savoir le formulaire d'enregistrement des sièges nationaux des partis politiques, le formulaire d'enregistrement des sièges départementaux des partis politiques. Je voudrais rappeler que les partis politiques sont des unités qui ont été constituées librement sur la base de la loi. Et ce faisant, les engagements que les partis ont pris, c'est de respecter cette législation. Et c'est la même qui demande à la CERA de faire le suivi des partis politiques. Et à ce niveau,
La SEDA ne saurait distinguer les partis qui, à l'issue des compétitions électorales, ont obtenu des députés et qui bénéficient du financement public de l'État. Outre le financement public, les partis ont pris des engagements. Le fait de créer un parti vous soumet. Ce n'est pas nous qui avons créé ça, ce n'est pas nous qui avons inventé. Vous l'avez fait en connaissance de cause. Ce qu'on nous demande, à l'absence de notre loi, c'est de faire ce travail qui est connu dans la même loi qui vous a vu naître. Le parti est créé, il faut qu'il montre qu'il est représentatif, qu'il représente quand même une fraction importante du peuple béninois, parce que l'argent est public. Et pour mesurer la représentativité d'un parti politique, c'est à travers les élections. Il faut qu'il y ait eu des élus. Le 13 septembre de chaque année, date anniversaire de la création de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, est retenu et célébré sur le continent comme Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Cette journée instituée en 1999 par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine offre l'occasion pour les États, la société civile et les partenaires au développement d'analyser et d'envisager les politiques, les stratégies et les pratiques impliquant la propriété intellectuelle et la technologie en vue de parvenir à une diversification de l'économie de nos États. Cette année, la célébration de cette journée intervient dans un contexte marqué par deux faits majeurs. La tenue de la 9e édition du Salon africain de l'invention et de l'entreprise innovante, le SAIT, du 24 au 6 juillet 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'issue de laquelle l'œuvre de notre compatriote, Bienvenue Tchabi Adjé, a reçu le Grand Prix du Salon Abidjan 2023. Et deuxièmement, le Salon de la 4e édition des Awards de la marque, du 13 au 15 septembre 2023 à Lomé, au Togo. Ces deux grands événements mettent en exergue l'importance de la propriété intellectuelle et s'inscrivent dans la dynamique de faire connaître ces enjeux aux entreprises des États membres de l'OAPI. C'est pourquoi notre pays, membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, saisit l'occasion de la célébration de cette journée pour une fois encore encourager les inventeurs, les chercheurs et autres acteurs de la créativité, les opérateurs économiques, les investisseurs potentiels à l'utilisation permanente des actifs de la propriété intellectuelle, gage d'un véritable développement des entreprises. Le thème de la célébration de la 24e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle est Propriété intellectuelle, enjeu de compétitivité des entreprises. La propriété intellectuelle se révèle comme le meilleur moyen de valoriser vos créations auprès de vos partenaires et d'asseoir votre notoriété auprès de vos clients. Les titres de propriété intellectuelle sont importants pour rassurer les partenaires techniques et financiers. La nécessité de protéger les actifs d'une personne physique ou morale ne fera que grandir au regard de l'évolution technologique. La piraterie et la concurrence déloyale bousculent malheureusement la norme, surtout en matière de droit des marques. Les entreprises ont donc obligation d'anticiper en optimisant la protection de leurs actifs. La propriété intellectuelle est incontestablement un outil important pour une entreprise qui aspire à la croissance. Destination Bénin, de la vision à la réalité. Le secteur du tourisme occupe, nous le savons tous, ça a été rappelé, une place de choix dans le programme d'action du gouvernement en raison de son fort potentiel économique et de sa contribution au rayonnement de notre pays. Le tourisme constitue une des industries les plus dynamiques du monde. Il permet de stimuler la croissance économique en créant des emplois, en attirant l'investissement et en favorisant l'entrepreneuriat. Ce secteur, en 2019, mobilisé juste avant la pandémie de la Covid-19,
près d'1,5 milliard de consommateurs, générant ainsi plus de 1 500 milliards de dollars de recettes à travers le monde. En 2019, le nombre de destinations qui affichaient des recettes du tourisme international égal ou supérieur à 1 milliard d'US dollars avait presque doublé entre 1998 et 2018. Le but visé est de vous informer, de vous sensibiliser, mais aussi et surtout de vous impliquer afin que chacun puisse y prendre sa place. La stabilité de notre pays favorise le développement de toute forme de tourisme et c'est conscient de cette réalité que dans son programme d'action 2016-2021, puis 2021-2026, le gouvernement a clairement défini sa vision, celle notamment de faire du Bénin une destination de référence en Afrique de l'Ouest dans le respect de la préservation du patrimoine culturel et naturel. Doubler d'ici 2030 la contribution du tourisme au produit intérieur brut. Atteindre les 2 millions de tourismes par an d'ici 2030 à travers la mise en œuvre de projets phares. La dynamique actuelle, impulsée par le gouvernement du président Talon, par le biais des réformes structurelles entreprises, lui offre de nombreuses possibilités de valorisation et de sérieuses perspectives. C'est dans ce cadre pour faire face aux défis économiques, le gouvernement a fait clairement le choix de développer et de promouvoir les petites et moyennes entreprises dans tous les secteurs de la vie économique. D'abord, on découvre l'organisation, mais aussi on vient pour apprendre. Parce que là, on est confronté à d'autres pays qui n'ont peut-être pas les mêmes niveaux côté organisation, mais aussi côté jeu. Et donc, pour ma part, c'est une école, on va dire, c'est une école. Et j'en sortirai satisfait, mais aussi j'aurais beaucoup appris. Et d'ailleurs, je suis en train de noter des évolutions à apporter au sein de notre fédération en interne. Ce qui a été mis en place sur le site de la place de l'Amazone, c'est formidable. Il y a des détails qui ne trompent pas. Vous avez même les bastings qui sont peints, sont vernis, les sièges aux couleurs du Bénin, le public, un public de folie. 5000 personnes, c'est exceptionnel. À part en France, on ne voit pas du public pareil pour assister au championnat du monde. Donc tout est une parfaite réussite. Je voudrais d'abord féliciter les autorités politiques béninoises pour la parfaite organisation, mais féliciter également l'honorable président Idrissou pour sa dextérité, son courage, pour son expérience. Vous savez, je ne vous l'apprends pas, il y a eu des sceptiques par rapport à la réussite donc, de ces mondiales au Bénin, en terre béninoise. Et aujourd'hui, il a relevé tous les défis. Et vraiment qu'il reçoive toutes nos félicitations. Et nous reconnaissons également aux autorités béninoises, je crois, qui ont été donc, qui lui ont prêté une oreille attentive et lui ont donné les moyens de réussir et de relever ce défi-là. Il fallait que ce championnat du monde ait lieu là pour l'image mondiale de la pétanque, pour faire connaître la pétanque au Bénin. Moi, j'ai découvert non seulement qu'il y a des bons athlètes, mais qu'il y a surtout une culture de pétanque. On voit les gens fêter autour de la pétanque, on voit les gens s'entraîner le soir, des citoyens ordinaires autour des jeux, et c'est enthousiasmant. J'espère que toutes ces images se propageront dans le monde parce que ça donne une excellente image non seulement du Bénin, de la pétanque africaine, mais de ce que la pétanque devrait être dans le monde entier. Le Nigeria a connu une coupure d'électricité générale pendant environ 10 heures jeudi après un incendie dans une centrale électrique. Le feu a été maîtrisé et plus de la moitié des connexions rétablies selon le ministre nigérian de l'énergie. L'interruption avait touché 36 États du Nigeria, dont la capitale Abuja.
De telles pannes d'électricité sont courantes au Nigeria où les infrastructures sont délabrées, ce qui entraîne de fréquentes coupures. Le réseau électrique s'est effondré au moins 4 fois en 2022, ce que les autorités ont attribué à des problèmes techniques. Le Nigeria produit en moyenne 4000 MW par jour, dont une partie ne peut être utilisée pour une population de plus de 210 millions d'habitants, ce qui est loin des 30 000 MW par jour dont le pays a besoin selon les autorités. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali, a annulé les festivités du 22 septembre marquant l'anniversaire de l'indépendance du pays dans un contexte de reprise des hostilités dans le nord. L'annonce a été faite mercredi soir à l'issue d'un conseil des ministres évoquant aussi une mobilisation de réservistes. Le communiqué précise notamment que les fonds prévus pour ces célébrations seront redistribués aux victimes d'une série de récentes attaques et à leurs familles, comme ordonné par Assimi Goïta. S'agissant des réservistes, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret qui devrait permettre de déterminer les conditions de leur mobilisation. La note précise toutefois qu'ils sont censés assurer un renfort capital en cas de crise, de catastrophe naturelle ou de guerre. Le nord du Mali, plongé dans la tourmente depuis des insurrections indépendantistes et salafistes dans le nord en 2012, connaît depuis cette semaine une reprise des hostilités contre l'armée de la part des groupes armés à dominante touareg, toujours dans sa partie nord. Au Gabon, les retraités attendent patiemment depuis l'aube à Libreville afin de récupérer leurs retraites qui n'ont jamais été versées. Le pouvoir en place s'est engagé à réformer le système de retraite après le renversement du président Ali Bongo le 30 août dernier. Les retraités autrefois résignés sont aujourd'hui des dizaines à patienter, pleins d'espoir. Certains d'entre eux n'ont rien reçu depuis des années. Je suis veuve, mais je n'ai pas encore touché même pas 5 francs de la pension de mon mari. Et les maladies ne font que me déranger. Même payer les scolarités de mes enfants, je n'arrive pas. Quand le moment arrive, comme le moment arrive là, j'ai les battements forts dans mon cœur parce que je ne sais pas quoi les expliquer, comment les calmer. Quelques jours seulement après avoir pris la tête du pays, le général Brice Oligui Nguema a dévoilé son projet de réforme du système dysfonctionnel. Lui, j'ai déposé un dossier pour pension vieillesse, mais depuis lors jusqu'alors, je n'ai pas encore de suite favorable. Je passe, je repasse. Et depuis là même, je n'ai même pas encore reçu l'accusé de réception. Alors pour prétendre quand même avoir quelque chose. Donc, d'où ma présence ici ce matin pour le suivi, quoi. Bon, avant c'était difficile parce qu'il y avait des gens qui mouraient. D'autres partaient en retraite et pour percevoir les pensions, ils attendaient des années. 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire même 5 ans. Ils ne percevaient pas leur argent. Et maintenant, aujourd'hui, avec le nouveau pouvoir, on espère que les choses vont changer. Oligui s'était engagé à mettre fin aux souffrances des retraités et des malades et annonçait que le secteur privé prendrait immédiatement en charge la gestion des fonds de retraite et de santé de l'État. Donc il fallait impérativement que l'État intervienne pour essayer de relancer toute la gouvernance, améliorer justement cette gouvernance pour remettre la CNSS dans le droit fil. Donc je pense que c'est les décisions qui avaient déjà été arrêtées. Elle est beaucoup plus amplifiée avec le président de la transition qui veut des résultats rapidement parce qu'il tient à la protection sociale. Je pense que les différentes parties prenantes s'attellent aujourd'hui à régler le problème. Selon la Banque mondiale, 1 personne sur 3 vit sous le seuil de pauvreté dans le 3e pays le plus riche d'Afrique en termes de BIP par habitant. La Société française de biotechnologie, Osée Immunotherapeutics, a présenté lundi des résultats positifs de son vaccin thérapeutique Tedopi chez des patients atteints de cancer avancé du poumon qui démontrent une diminution du risque de décès par rapport à la chimiothérapie.
Dans cette étude, on a montré que des patients atteints d'un cancer du poumon à un stade avancé, qui sont en rechute au traitement actuel, chimiothérapie et immunothérapie, chez la moitié d'entre eux, ceux qui ont bénéficié déjà de l'immunothérapie, on a une efficacité supérieure du vaccin par rapport à la chimiothérapie. C'est 41% de risque de décès dans l'année qui sont diminués lorsque les sujets ont reçu le vaccin. Et en plus de l'efficacité, on a aussi 3 fois moins d'effets secondaires chez les patients qui ont reçu la vaccination par rapport à la chimiothérapie. Donc c'est un vrai gain également en qualité de vie. Plus d'1 millier d'injections ont été, selon le directeur général de ce laboratoire, réalisées au cours des différentes études cliniques. Ces résultats permettent d'envisager un nouvel espoir pour ces patients. De plus, le vaccin Tedopi est aussi testé contre le cancer du pancréas. On a en 2023 une vraie percée des vaccins thérapeutiques contre le cancer. Nos résultats de phase 3 chez les malades très avancés en cancer du poumon. On a vu Moderna en décembre 2022 avec une phase 2, des beaux résultats de prévention de la récidive de la repousse de la tumeur dans le cancer de la peau, le mélanome, après chirurgie. Donc là, on est très préventif et on vient combiner avec d'autres immunothérapies pour empêcher que les malades progressent et rentrent dans ces protocoles lourds de chimiothérapie. Cependant, le vaccin Tedopi doit encore être testé lors d'un nouvel essai au début de l'année prochaine, avant la demande d'autorisation de mise sur le marché en 2027. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Samir Choukri a rencontré jeudi son homologue française Catherine Colonna au Caire. Au cours de leur entretien, les deux chefs de diplomatie ont discuté des relations bilatérales entre l'Égypte et la France, ainsi que des derniers développements dans la région. Nous avons également discuté de questions régionales, notamment celle du Moyen-Orient, de la question palestinienne et de la situation en Libye. Je profite de cette occasion pour exprimer mes condoléances au peuple libyen et aux familles égyptiennes touchées par les inondations meurtrières. Mes pensées vont également avec nos frères du royaume marocain après le tremblement de terre dans la région des montagnes de l'Atlas. Catherine Colonna a évoqué pour sa part les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale et notamment égyptienne. Les conséquences négatives sur tous les pays du monde de la guerre d'agression qu'a choisi de faire la Russie nous touchent, qu'il s'agisse de la hausse des prix, qu'il s'agisse de difficultés dans le domaine de l'énergie, approvisionnement, mais également volatilité extrême des prix, qu'il s'agisse de l'insécurité alimentaire, et votre pays le sait, qui a été cruellement affecté par la montée de l'insécurité alimentaire. Colonna a également affirmé que la France est prête à soutenir l'Égypte et à travailler avec elle sur la résolution de la crise économique. Le Maroc a annoncé la mise en œuvre d'une aide d'urgence destinée à soutenir et reloger les habitants d'environ 50 000 bâtiments endommagés par le puissant tremblement de terre qui a frappé le pays la semaine dernière. Cette annonce vient à l'issue d'une réunion présidée par le roi Mohamed VI ce jeudi. Les habitants concernés doivent être relogés temporairement dans des structures conçues pour résister au froid et au mauvais temps, ou dans des lieux d'accueil équipés de toutes les commodités nécessaires. Dans le petit village de Talatouladada, de nombreuses maisons ont été détruites et les villageois peinent à obtenir de l'aide. Les secours sont finalement arrivés ici environ 48 heures après le séisme, la route étant bloquée par les rochers. Les autorités locales ont envoyé des machines de déblaiement dans la ville d'Amazmiz pour les retirer et permettre l'accès à la zone. Dans la médina historique de Marrakech, patrimoine mondial de l'UNESCO, les architectes évaluent les dégâts. L'État marocain va également accorder une aide de 12 800 € aux logements totalement effondrés. Le représentant permanent de la Libye auprès de l'ONU, Taher El-Soni, a qualifié les inondations dévastatrices qui ont frappé l'est de ce pays de phénomènes inédits. De son côté, Petteri Talas, directeur de l'Organisation météorologique mondiale qui dépend de l'ONU, a lui estimé que la plupart des morts auraient pu être évitées si le service météorologique avait fonctionné normalement.
Je ne peux donc pas vraiment confirmer les chiffres définitifs, mais il s'agit vraiment d'un niveau de magnitude élevé. Et je crains que nous n'entendions des chiffres vraiment importants. Les autorités de l'Est de la Libye, jeudi, dans la ville de Benghazi, ont approuvé un budget de près de 2 milliards de dollars pour aider les zones touchées par les inondations, alors que le nombre de morts a atteint 11 000. Le Parlement a également annoncé la formation d'un comité chargé de suivre les mesures à prendre pour faire face aux conséquences des inondations.